Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de l'international sur Tchad Info TV. Voici les titres de cette édition. L'ambassadeur français a finalement quitté le Niger. Après plusieurs semaines de bras de fer avec les militaires au pouvoir, Sylvain Ité a quitté Niamey tôt le matin ce mercredi 27 septembre. Détail à suivre dans ce journal. Coup d'état déjoué au Burkina Faso, c'est ce que le gouvernement burkinabé de transition a annoncé dans un communiqué du 27 septembre. Détail à suivre également dans ce journal. Sylvain Ité, l'ambassadeur de la France au Niger, a quitté Niamey ce mercredi 27 septembre. C'est à la demande des autorités de transition que la France décide enfin de rappeler son ambassadeur après plusieurs semaines de refus. Comment ce départ est perçu par les Nigérians? Suivez le compte rendu de Rassam Mordim Leila. L'ambassadeur du Niger est déjà à Paris. Après avoir quitté Niamey dans la précipitation, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a emprunté un itinéraire passant par le Tchad. Selon une source proche du ministère de l'Intérieur nigérien, le régime militaire au Niger demandait son expulsion depuis plusieurs semaines. Que pensent les Nigériens du départ de l'ambassadeur de France? Je parle même au nom de tout le peuple nigérien. On est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur. Parce qu'ils n'ont rien fourni ici au Niger. Ils n'ont rien fourni au Niger. Ils sont venus pour au moins éradiquer le terrorisme. Et le terrorisme ne fait qu'améliorer. Emmanuel Macron a signalé dimanche passé que les forces françaises comptant 1500 soldats déployés au Niger pour la lutte anti-djihadiste se retireraient d'ici la fin de l'année, répondant à une autre demande du régime nigérien. Il faut que les militaires français quittent immédiatement puisque vraiment on n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement, donc on ne veut pas de leur aide. On veut vraiment qu'ils quittent notre pays, qu'ils aillent chez eux, nous on va rester chez nous. Pour cet habitant, il s'est dit content de cette annonce. Je suis très content, très heureux aussi. Vraiment, les Français n'ont qu'à partir. C'est bon finalement, merci. Depuis le coup d'État qui a porté le régime militaire au pouvoir le 26 juillet dernier, les relations entre Niamey et Paris sont tendues. La France a régulièrement déclaré depuis le coup d'État qu'elle ne reconnaissait pas la légitimité des militaires au pouvoir au Niger, considérant toujours le président déchu Mohamed Bazoum comme son interlocuteur principal. Après le Niger, nous allons au Burkina où les autorités de transition annoncent dans un communiqué avoir déjoué un coup d'État. Cette tentative avérée de coup d'État a été déjouée le 26 septembre par les services de renseignement et de sécurité selon le communiqué. Rassam Mordim Leila nous fait le compte rendu. Le gouvernement burkinabé dit avoir déjoué un coup d'État, c'est dans un communiqué du 27 septembre. D'après le gouvernement burkinabé, cette tentative avérée de coup d'État a été déjouée le 26 septembre par les services de renseignement et de sécurité. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés ont été interpellés et d'autres activement recherchés. Le porte-parole du gouvernement burkinabé, Rimtabal Jean-Emmanuel Ouedraogo, invite les populations à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus, tendant à impliquer des hauts responsables dont le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana dans cette entreprise. Le procureur militaire s'est saisi de l'affaire. Le Burkina est dirigé depuis un an par le capitaine Ibrahim Traoré. Il a renversé un autre militaire d'Amimba Sandaogo, lui-même tombeur du président élu Roch-Marc Christian Kaboré. La mauvaise gestion des militaires et des attaques djihadistes sont notamment avancées pour justifier ces putsch. Sylvia Bongo, l'épouse de l'ancien président du Gabon, est inculpée pour blanchiment de capitaux. L'ex-première dame a été entendue le 28 septembre 2023 par un juge d'instruction. Elle est assignée à résidence pour l'heure. Compte rendu de Bekoto Junior. L'étau vient soudainement de se resserrer autour de Sylvia Bongo. Selon le procureur André Patrick Roponat, l'ex-première dame du Gabon a été entendue le 28 septembre 2023 par un juge d'instruction. La voilà désormais inculpée pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Elle est également assignée à résidence. Sa situation se clarifie puisque depuis le coup d'État du 30 août, la franco-gabonaise était retenue dans un lieu inconnu sans qu'on connaisse son sort. Ses avocats avaient d'ailleurs porté plainte en France pour détention arbitraire et dénoncé une prise d'otage.
Beaucoup d'observateurs soupçonnent Sylvia Bongo d'être au cœur d'un vaste système de corruption au sommet de l'État. Cette inculpation fait en tout cas réagir. Geoffrey Fumbula est porte-parole d'un groupe d'ONG qui a annoncé une série de plaintes contre l'ex-première dame. Il parle d'une très bonne nouvelle et d'un signe assez fort. Il espère désormais que l'instruction ira à son terme. Selon lui, la justice doit continuer ses actions et remonter jusqu'à Ali Bongo lui-même. Des milliers de morts, près de 4300 victimes retrouvées, près de 10 000 disparus. C'est le bilan humain de la tempête qui a frappé la Libye. En dehors des pertes humaines, une hausse des prix des denrées alimentaires après la catastrophe. Suivez le compte rendu de Bekoutou Junior. En Libye, la catastrophe causée par la tempête Daniel, survenue dans la nuit du 10 au 11 septembre, a fait des milliers de morts. Près de 4300 victimes ont été retrouvées, environ 10 000 sont toujours disparues. Outre les pertes humaines, la tempête historique a fait des dégâts dévastateurs dans les zones rurales et dans le secteur de l'élevage dans toute la zone sinistrée de Djabal al-Agdar où les prix des denrées augmentent. Des milliers de moutons et de volailles ainsi que des tonnes de graines ont été également emportés par les crues qui ont frappé l'est de la Libye. Selon les estimations des responsables locaux, le secteur de l'élevage dans la région sinistrée aurait perdu 40% de l'ensemble de sa production. Une perte qui pourrait, selon Action contre la faim, menacer la sécurité alimentaire du pays. D'ores et déjà, cette perte se reflète sur les prix de ces produits. Dans le quartier Adek à Benghazi, un homme, la cinquantaine, s'exprime. Nous sommes confrontés à des hausses de prix, dit-il. Avant la catastrophe, le kilo de viande issue de l'élevage était de 58 dinars. Il se vend aujourd'hui à 65 dinars. Il y a une grande différence de prix. C'est pareil pour les œufs et pour de nombreux produits dont le prix a augmenté. Avec nos salaires, nous n'arrivons plus à boucler nos fins de mois. Au moins 100 morts, plus de 150 blessés en Irak. C'est un incendie lors des mariages dans une salle de fête à Al-Hamdaniya qui a causé ces dégâts humains. Judith Kamtar nous fait le compte-rendu. Au moins 100 personnes ont péri en Irak et 150 autres ont été blessées dans la nuit de mardi à mercredi dans un incendie lors des mariages dans une salle de fête à Al-Hamdaniya, petite ville dans le nord du pays, selon les autorités sanitaires. Au principal hôpital de Al-Hamdaniya, petite bourgade majoritairement chrétienne située à l'est de la métropole de Mossoul. Un photographe de l'agence France Presse a vu plusieurs ambulances arriver, sirènes hurlantes. Des dizaines de personnes étaient massées dans la cour de l'établissement, des proches de victimes ou des habitants venus faire don de leur sang, selon la même source. Des habitants étaient aussi bondés devant les portes ouvertes d'un camion frigorifique transportant plusieurs sacs mortiers noirs, selon le photographe. Les autorités sanitaires de Ninive, la province où se trouve Al-Hamdaniya, ont recensé 100 morts et plus de 150 blessés dans l'incendie d'une salle de mariage, a annoncé l'agence de presse officielle irakienne INA, évoquant un bilan préliminaire. Le porte-parole du ministère de la Santé, Saif al-Badr, a confirmé ce bilan à l'AFP. Aux États-Unis, Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Jr. et Eric Trump, sont responsables de fraude financière selon un juge new-yorkais. Fait remontant en 2010 avec les actifs de la Trump Organization. Compte rendu de Ghislaine Alataro. Un juge new-yorkais a déclaré mardi Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Jr. et Eric Trump, responsables de mensonges et de fraude financière répétée dans les années 2010 en gonflant les actifs de la Trump Organization. Une décision sanglante avant même l'ouverture lundi du procès civil dans cette affaire. Cette décision représente un revers de taille dans son dossier pour l'ancien président américain qui rêve de reconquérir la Maison-Blanche en novembre 2024 et de prendre sa revanche sur son successeur Joe Biden. Elle facilite en revanche la tâche de la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, qui avait porté plainte contre Donald Trump. Elle réclame 250 millions de dollars d'amende et d'interdiction de diriger des sociétés pour Donald Trump et plusieurs de ses proches, dont deux de ses enfants qui dirigent aujourd'hui la Trump Organization. La MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, annonce la réussite de rapatriement volontaire des ex-combattants de la LRA en Centrafrique. Annonce faite ce 29 septembre 2023 par la MINUSCA. Suivez le compte rendu
rendu de Ghislaine Alataro. Bangui, 29 septembre 2023, la République centrafricaine a franchi une étape importante avec la conclusion réussie de la troisième et dernière phase du rapatriement volontaire d'ex-combattants de la Lord Resistance Army LRA et de leurs dépendants vers l'Ouganda. Cette opération menée par les gouvernements centrafricains et ougandais avec le soutien crucial de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité en Centrafrique MINUSCA représente un pas significatif vers la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. La délégation ougando-centrafricaine dirigée par le ministre d'État en charge du DDR, désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement et du suivi de l'APPR, accord politique pour la paix et la réconciliation, a supervisé l'opération accompagnée par des organisations non gouvernementales et a facilité le contact avec les ex-combattants volontaires au rapatriement. La MINUSCA a joué un rôle essentiel en fournissant un appui logistique et un accompagnement technique tout au long du processus. L'équipe mobile de l'unité d'exécution du programme national de DDRR a procédé au désarmement des 61 ex-combattants de la LRA, dont 13 femmes et 32 enfants, sous la protection conjointe des forces armées centrafricaines et de la MINUSCA. Le transfert d'Omboki à Bangassou le 25 septembre a été suivi par un vol spécial conduisant les rapatriés à Entebbe, marquant ainsi la concrétisation de leur retour dans leur pays d'origine. Après la MINUSCA, nous finissons notre édition avec le sport. C'est officiel. On connaît les organisateurs de la CAN 2025 et 2027. Celle de 2025 est attribuée au Maroc, celle de 2027 au Kenya, à l'Ouganda et à la Tanzanie. Compte rendu de Aimé Dolinassou. Le choix est fait. La Confédération africaine de football a désigné mercredi 27 septembre les pays qui organiseront les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025-2027. Le comité exécutif de l'instance, réuni au Caire en Égypte, a annoncé que le Maroc accueillera celle de 2025. Pour 2027, c'est le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie qui l'a remporté face au Sénégal, au Botswana et à l'Égypte. Un choix qui confirme la volonté de la CAF de ne pas organiser 2 fois de suite la compétition dans la même zone géographique, mais qui a surpris plusieurs acteurs du football africain puisque seule la Tanzanie dispose à ce jour d'un stade homologué à Dar es Salaam. Le 26 septembre, alors que les présidents des fédérations des pays candidats pour la CAN 2025-2027 étaient au cœur, Khalid Sadi, élu le 21 septembre à la tête de la Fédération algérienne de football, était lui reçu par Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État. Le retrait est logique, estime l'ancien international algérien Méziane Iguel, candidat à la présidence de la FAF. Nous avons eu l'impression que tout était joué depuis longtemps. L'Algérie n'a pas voulu participer à ce jeu malsain, ajoute Méziane Iguel. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'international. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.